Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la radio Boxe Attitude. Si vous êtes sur YouTube en ce moment en train d'écouter les podcasts Boxe Attitude, sachez qu'il y a en description de cette vidéo des liens vers des podcasts, des sites de podcasts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus, c'est gratuit et vous serez un petit peu plus à votre aise pour écouter ce podcast. De toute façon, vous avez cliqué sur YouTube, vous avez visionné la petite pub parce que vous êtes très gentil et que vous voulez soutenir la cause. Donc après, je vous invite à passer au podcast, sur les sites de podcast, vous serez un peu plus tranquille. Voilà, le sujet du jour, ça va être la réunion qui va avoir lieu ce week-end sur DAZN. Donc on va en parler tout de suite après. Avant ça, je vais faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dernièrement, avec notamment le combat de Joe Joyce. Joe Joyce qui a battu Christian Hammer en 4 rounds. Alors, j'ai même pas pris le temps de regarder ce combat-là en direct. De toute façon, je pouvais pas, j'étais de mariage ce week-end. Mais quand j'ai vu le résultat le lendemain, que j'ai regardé le beau résumé sur la chaîne YouTube BT Sport, parce que c'était sûrement BT Sport qui devait retransmettre ce combat-là. Donc, j'ai pu constater que, exactement comme je l'avais imaginé, Joe Joyce a fini par briser Christian Hammer, qui au 4e, il commence à être un petit peu touché dès le 3e round, il commence à se plaindre de coups derrière la tête. Bon, c'est la façon de boxer de Joe Joyce, hein, c'est pas une boxe qui est très très propre, on le sait. Et après, je pense pas que c'est un coup illégal, hein, je veux pas dire ça par là, mais voilà, Christian Hammer, il chipote un petit peu dès qu'il peut. Et puis après, au 4e, il en peut plus et il met un genou à terre 1-2 fois et puis il arrête. Donc c'est exactement ce que j'avais imaginé. Par contre, ce qui m'a un petit peu rassuré, c'est que Christian Hammer, les premiers rounds, il tente quand même un petit peu d'emmerder Joe Joyce, il tente des choses. Et voilà, il n'était pas là seulement pour, comme on dit de manière un petit peu vulgaire, pour le chèque. C'est une expression que je déteste, mais il a fait son combat, il a voulu quand même emmerder Joe Joyce les premiers rounds. Puis après, la machine est très difficile à faire reculer et à stopper. Joe Joyce, c'était un combat, c'était un peu une formalité pour lui. J'ai vu des personnes critiquer un petit peu cette affiche-là. Dans mon dernier podcast, dans les commentaires de mon dernier podcast. Alors, c'est aussi pour ça que j'aime bien YouTube, parce que vous pouvez commenter, et moi, ça m'est très utile pour justement après rebondir un peu sur ce qui a été dit. Je trouvais des personnes un petit peu difficiles en disant que oui, si c'est un combat qui sert à rien, j'aurais attendu mieux de sa part. Mais il faut savoir que là, les poids lourds, c'est un peu une période de flottement, enfin pas de flottement. Pour la catégorie, on est un peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer après Joshua Usyk 2, savoir ce qui va se passer avec la WBC. Donc on est un peu dans une période d'attente, tu vois. Et ce que fait Joe Joyce en prenant Christian Hammer, c'est pas mal. Il prend quand même un nom, il prend un boxeur qui a un sacré palmarès. C'est un boxeur qui est quand même pénible, tu vois. On sait jamais sur quel Christian Hammer on va tomber, ce qu'il va nous proposer. Donc moi, je ne critique pas la carrière de Joe Joyce, bien au contraire, je pense que de la génération Rio 2016, c'est la meilleure carrière chez les poids lourds. C'est lui qui a été le mieux orienté, le mieux géré, et de toute façon, c'est les Anglais. Voilà. Quand tu penses à tout ça, aujourd'hui, tu te dis, Tony Yoka aurait dû signer avec les Anglais, hein. Pas les Américains, pas les Français, mais plutôt les Anglais, parce que ils ont ce savoir-faire. Après, est-ce que ça aurait été aussi facile de signer avec eux? Parce que Joe Joyce est anglais, il signe avec des Anglais, ils ont un public, donc tu vois, ils sont plus aptes à signer un mec comme Joe Joyce et à le monter qu'un Frenchie, tu vois. Est-ce qu'ils auraient voulu prendre un Tony Yoka? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Joe Joyce, il n'y a pas grand-chose à redire, hein. Moi, franchement, quand tu analyses ce qu'il a fait, c'est très bien. Et maintenant, il est aux portes d'une chance mondiale. Il faut juste attendre que cette période passe. Donc, ne soyez pas non plus trop difficile envers comment fonctionne la boxe et puis le sport de manière générale. Il y a des périodes un peu d'attente comme ça et on doit attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite chez les poids lourds. Donc voilà, Joe Joyce, clairement, il dit qu'il veut le vainqueur Usyk Joshua. J'ai vu aussi circuler une rumeur comme quoi Joe Joyce pourrait affronter Wilder. C'est des money fights, c'est des combats intéressants. À la place de Joe Joyce, je ne prendrai pas Wilder. Alors pourquoi je le prendrai pas? Pas parce que je pense pas qu'il peut le battre, mais à mon avis, il n'a pas encore eu sa chance mondiale et j'aurais envie de dire à son promoteur, mais pourquoi tu m'envoies prendre Wilder? Tu vois, j'ai pas encore eu ma chance mondiale. Wilder, il a plus de ceinture.
Je vous l'avais dit, hein, Wilder, pour moi, c'est un trop gros risque maintenant. C'est-à-dire, pourquoi tu voudrais le prendre? Il a plus de ceinture et le mec, il peut te mettre KO, il a ce pouvoir du KO qui est impressionnant. Donc, pour le prendre, il faudrait être dans la position, par exemple, d'un Tony Oka, où tu te dis, bah, de toute façon, c'est qui tout double. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que Tony Oka devrait le prendre, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as connu une défaite, tu vois, par exemple, un effet à Jagba, et tu veux te relancer. Là, oui, c'est-à-dire que tu te dis, bon, j'ai déjà connu une défaite, je suis plus, tu vois, il faut que je me relance. Il y a peut-être un truc à faire. Ça serait une dinguerie, parce que je pense que Wilder, aujourd'hui, clairement, il bat Tony Oka et il fait à Jagba. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, je comprendrais plus qu'ils le prennent. Bref, je vais arrêter, parce que j'arrive toujours à placer Tony Oka dans toutes mes vidéos. Oui, nous sommes comme ça, nous sommes des chauvins. De toute façon, cette vidéo, elle est chauvine. On va parler de Soro, et on va être chauvin. Alors voilà, il faut l'accepter. De toute façon, vous l'avez bien compris, ici, on soutient nos chers boxeurs. Bref, il y avait aussi Zolani Tete, qui était en sous-carte, hein, il me semble, hein, je crois bien que c'était en sous-carte. Et il a mis KO Jason Cunningham. Alors, pourquoi je vous parle de ce combat-là? Parce que Zolani Tete, en fait, il est monté de catégorie. Il était champion WBO des poids coqs. Il avait perdu contre John Riel Casimero, c'était en 2019, par KO. Et après ce KO, un terrible KO, il est monté chez les super coqs. Et donc là, il est à 2 victoires, 2 KO. C'est un combattant sud-africain. Il a 34 ans. Aujourd'hui, il cumule 30 victoires, 23 remportées par KO et 4 défaites. Et en tout cas, son passage chez les Supercoqs, il le gère plutôt bien. Et il faut savoir que Cunningham, là, il venait de faire une défense de titre. Il est champion d'Europe. Enfin, là, contre Zolani Tete, le titre n'était pas en jeu, bien sûr. Mais il venait de défendre son titre contre un Français, Terry Lecouviure, pardon. Et il avait battu le Français. Donc on avait déjà parlé un petit peu de lui récemment. Mais en tout cas, ça relance bien Zolani Tete. Et bon voilà, petit big up aux boxeurs africains parce qu'ils ne sont pas nombreux et surtout des boxeurs à avoir été champions du monde. Donc on lui souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, il signe un beau KO. Pareil, vous pouvez facilement le trouver sur YouTube. Je voudrais vous parler aussi du combat entre Meris Briedis et Jai Opetaia. Alors, c'est un Australien. Qui doit être d'origine des îles, hein, j'ai l'impression, il me fait penser un peu à Joseph Parker, donc peut-être Nouvelle-Zélande, enfin les Polynésiens, tu vois, c'est la Polynésie là-bas, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc c'est un jeune boxeur qui a 27 ans, c'est un beau bébé, hein. Franchement il est très athlétique, il est grand, il a une belle allonge, il a un beau jeu de jambes, enfin voilà, il m'a impressionné, boxeur vraiment technique, tu vois, c'est vraiment la boxe, il fait penser un peu à ces boxeurs de l'Est, il fait penser un peu à Bivol dans sa boxe, avec le bras avant qu'il utilise très très bien, beaucoup de déplacements, et chercher la faille pour placer le bras arrière. C'est pas un gros puncher, mais bon, à ce poids-là, on est chez les cruiserweight, chez les lourds légers, donc ça cogne. Et puis Briedis, pour moi, c'est quand même, c'est le champion du monde IBF, hein, depuis 2020, il faut savoir que il était aussi champion du monde WBC, titre qu'il avait perdu contre Alexander Usyk en 2018. Et Briedis, pour moi, c'était, en tout cas, le meilleur de cette catégorie des lourds légers. Voilà, je vous le dis. Mais, bon, clairement, en fin de carrière, alors, on n'a peut-être pas eu le meilleur Briedis sur le ring ce jour-là, mais on a eu un Briedis qui n'avait vraiment pas de solution contre Jai Opetaia. Et il m'a impressionné Opetaia parce que même en fin de combat, quand Briedis arrive un petit peu à le toucher, et lui il est un peu dans le dur parce que 12 rounds à ce rythme, c'est pas facile, surtout quand tu pèses 90, un peu plus de 90 kilos, je pense au moment où ils sont sur le ring. C'est pas simple de tenir à ce rythme-là, bien sur les jambes, toujours en mouvement, pas faire d'erreur. Et malgré ça, il a réussi à... Tu vois, ça c'est l'exemple même de ne pas rentrer dans le jeu de ton adversaire, de là où il est le meilleur. Faire attention à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et franchement, du haut de ses 27 ans, il a très très bien géré, il a fait preuve de beaucoup de maturité, d'expérience. Voilà, encore un boxeur très technique, et pour moi, il va être à surveiller, ce jeune qui donc devient champion du monde IBF dans la catégorie des lourds légers. Pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas un des autres champions meilleur que lui. Alors peut-être que ça va se jouer en termes de punch, voilà, en termes de puissance, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qu'il a montré là, je vois pas un autre boxeur dans le top 10 de la catégorie meilleur que lui, je le dis. Donc c'est vraiment le champion qui sera à éviter. Voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon, je tenais quand même à en parler, c'était important. Puis c'est l'occasion, voilà, les podcasts, c'est l'occasion, voilà, de discuter de tout ça. Et maintenant, on va passer à la soirée qui sera donc sur DAZN. Donc j'ai repris l'abonnement DAZN, les gars. La dernière fois, je vous disais que je l'avais plus. Et là, je l'ai repris, je me suis dit, allez, quand même, je le prends. Et puis ça m'a permis de revoir le combat de Michel Soro, donc contre Israël Madrimov. J'ai pas regardé tous les rounds, mais j'en ai vu suffisamment pour me remettre bien dedans et pour pouvoir vous en parler.
Donc on va discuter de ça. Donc le combat, je vous rappelle, donc sera sur DAZN. Donc si DAZN passe par là, hein, les gars, créez un partenariat avec moi, ça ferait plaisir. Et donc en parlant un petit peu de promotion, le combat, attendez, le combat sera sur DAZN ou pas? Parce qu'il y a RMC qui l'a pris. Donc en France, peut-être qu'il ne sera pas sur DAZN. Donc RMC, on va en parler d'RMC parce que j'ai un peu des choses à dire sur la promo. Donc RMC a récupéré le combat. Et donc sur YouTube, après je ne sais pas la promo qu'ils ont fait concrètement sur leur chaîne, sur leur site, voilà, sur leurs différents réseaux, j'ai envie de dire sur leur, peut-être sur leur Instagram, Facebook, Twitter, je sais pas, tu vois, ça j'ai pas spécialement regardé. Mais en tout cas, je voulais vous dire un peu ce que j'ai vu sur YouTube parce que YouTube, c'est les plateformes qui sont quand même importantes. Et RMC est présent sur YouTube tous les jours, ils balancent du contenu. Alors, le 27 juin, ils ont balancé une vidéo qui s'appelle « Le film box RMC Sport avant le choc ultime de la légende Michel Soro, 9 juillet, 20h30 sur RMC ». Donc voilà, c'était pas mal, tu vois, donc ça revient un peu sur ce qui s'est passé au dernier combat. Voilà, très bien. Donc ça, c'est vraiment une vidéo promotion sur le combat. On voit son entraîneur de l'époque de Oulin, où j'étais allé d'ailleurs... donc moi j'avais fait pareil un reportage avec l'entraîneur à Oulin qui avait repéré Michel Soro bon après je suis allé aussi dans la salle dans laquelle travaille Michel Soro à Villeurbanne et donc ils reviennent un peu sur tout ça. Ensuite le 28 juin on a une interview de Michel Soro donc qui s'appelle du basket à la boxe, le parcours inspirant de Soro, l'assoiffé de titres, mais l'interview date de 2019. Et enfin, le 4 juillet, on a un reportage inside de la préparation californienne Monstre de Soro, 13e round, de décembre 2018. Donc là aussi, tu vois, je commence à lancer le reportage, et je commence à me dire, ouais, c'est génial, il est avec Toutain, il est retourné à Big Bear, donc c'est super, tu vois. Et en fait, je me dis, Toutain, il a retrouvé la forme et tout, mais non, pas du tout. Après, je vois que c'est 2018, donc je me dis, merde. J'avoue que je me rappelle pas, et donc je veux pas leur jeter la pierre si je me suis trompé, mais j'ai l'impression que dans le film La Boxe RMC, qui est sorti le 27 juin, il n'y a pas non plus beaucoup d'images de Soro qui s'expriment et qui nous parlent un peu de sa préparation pour ce combat-là. On revient plus un peu sur des personnalités qui s'expriment, des anciens trucs, et un peu sur le moment du combat. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il s'est quand même exprimé, peut-être que c'est pas que des vieilles images, mais j'ai pas vraiment souvenir qu'il nous parle vraiment de sa préparation. Là, vraiment, en fait, je veux dire, là, actuellement. Mais, encore une fois, peut-être que je me trompe, et dans le doute, je vais rien dire. Mais je trouve quand même que ça manque d'une vraie conférence de presse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce petit reportage-là, il était très sympa. Ça revient sur tout le parcours de Soro, donc ça, c'est super. Ça nous replonge un peu sur tout ce qu'il a fait. Ça, vraiment, c'est top. Tu vois, notamment le combat contre Vitu, les différentes défaites qu'il a rencontrées, malheureusement, pour des échéances importantes, et donc il est passé à côté. Donc c'est bien, tu vois, ça nous permet vraiment de présenter Michel Soro, et donc ça c'est top, ça c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire, voilà, de vous présenter les boxeurs pour te donner envie d'aller voir son combat. Par contre, ce qui manque clairement, voilà, c'est dans les derniers jours, de jouer le jeu de la conférence de presse. Alors même si tu peux pas avoir son adversaire, aujourd'hui, ça ne coûte rien de faire un visio avec le mec. Donc tu vas pas me dire que chez RMC, ils n'ont pas une bonne qualité de connexion pour avoir un joli visio. Au mieux d'envoyer un reporter le rejoindre. Là, franchement, le combat, il aura lieu donc en Angleterre. Donc là, Soro, forcément, dans les derniers jours, il est revenu en France ou en Angleterre. Tu peux envoyer un reporter pour lui faire une petite interview. Donc, comme ça, tu as une belle séquence où il revient sur toute sa prépa et comment il se sent à quelques jours du combat. Et ça, pour moi, ça manque terriblement. Tu vois, ça manque terriblement. C'est super important qu'on ait ce genre d'image, tu vois. Et ça, c'est encore une fois... Donc, il y a eu des choses de fait, là, c'est-à-dire que tu vois, ils ont partagé quand même des images sur YouTube, donc pour une fois qu'il y a quelque chose de fait, on va pas cracher dans la soupe, tu vois, il faut le dire. Mais, encore une fois, on est tellement à la ramasse, tu vois, on est tellement à la ramasse par rapport à tous les autres diffuseurs. Quand tu vois sur les différentes chaînes YouTube, ça remet des anciens combats, tu vois, ça les remet en entier, ça remet des résumés, ça remet des KO, ça met des extraits d'interviews, ça balance une conférence de presse. Ça manque. Alors peut-être qu'ils vont m'entendre, RMC, et que là, ils vont balancer demain une interview, ça serait génial. Mais bon, voilà, il faut le faire, les gars, parce que franchement, on va dire les termes. Disons les termes, les gars. Moi, en 2019, quand je quitte mon travail pour me lancer à fond sur YouTube, en cette année 2019, après j'ai eu les galères dues au Covid et tout,
tout le monde a été dans la même galère. Mais en cette année 2019, j'ai fait mieux que toutes les chaînes de diffusion qui passaient de la boxe en 2019. J'ai fait mieux tout seul, avec ma caméra, avec mon petit micro. Vous vous souvenez le petit micro éclaté que dès que je le bougeais, ça faisait un bruit et tout le monde me disait « Ouais, il fait du bruit ton micro », tous les bâtards là qui me crachaient dessus. Avec mes petits moyens. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, le matériel, c'était acheté grâce aux dons. Les déplacements, c'était grâce aux dons des abonnés qui m'ont soutenu de ouf quand j'ai quitté mon travail. Sans vous, j'aurais pas pu faire les déplacements. Et bien là, avec mes seuls moyens, c'est-à-dire de l'équipe des disciples de la boxe, parce que voilà, c'est la team des disciples de la boxe qui m'ont soutenu, avec ces petits moyens-là, on a fait mieux en termes de promotion de la boxe française, des combattants, de mise en avant. À cette époque-là, les vidéos, elles marchaient très bien. L'interview de Tony Oka, elle cartonne. T'as aucune interview de Tony Oka de cette qualité et de cette audience qui avait été faite sur les réseaux. La vidéo, elle tape les 100 000 vues en quelques jours. En 2019, personne ne faisait ça. Personne ne parlait de la boxe des Français. C'est après qu'ils sont tous arrivés, les autres chaînes YouTube et tout. Mais je parle même pas des autres chaînes YouTube parce que ça reste des passionnés. Mais je parle vraiment des diffuseurs qui ont de l'oseille. Parce que ne vous y trompez pas, les gars. Vous critiquez les gens comme nous, là, les passionnés. Vous dites, ouais, mais tu parles pas assez d'un tel ou un tel ou un tel. Mais vous oubliez que nous, on n'a aucun moyen. Zéro. Et vous avez la critique facile. Mais par contre, pour les chaînes télé qui ont tous les moyens, je vous trouve bien généreux, bien gentil, tu vois. Et c'est vers eux qu'il faudrait critiquer, parce que eux, ils ont des moyens de ouf, les gars. Ils ont des moyens de ouf. Donc bref, de toute façon, moi, je me prends même plus la tête avec ça. Aujourd'hui, je parle que de ce que je veux, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Je suis vraiment, moi, dégoûté du milieu de la boxe en France, je vous le dis, hein. Je le cache même plus, je suis très, très, très déçu. Donc, je me suis éloigné, tu vois. Aujourd'hui, voilà, je vais pas vous mentir, je vais même plus au gala. Je vais même plus au gala parce que j'ai vraiment un ressentiment terrible. Et quand je vois des mecs comme Soro, tout ça, qui ont été Soro, Oubali, Arsène, franchement, quand je vois comment on a traité leur carrière, ça me dégoûte. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en 2019, le travail que j'ai fait, personne ne l'avait fait, aucun diffuseur, je parle des diffuseurs, ne l'a fait. Et franchement, c'est triste, c'est très triste. Donc maintenant, on va revenir à ce qui s'est passé, parce que là aussi, il y a un truc quand même positif à dire. Michel Soro fait son combat contre Madrimov et donc il fait il dit quelque chose sur les réseaux. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut reprocher à Michel Soro aussi, c'est qu'il ne partage pas assez sur ses réseaux. Tu vois, je suis allé voir un petit peu sur Instagram, il n'y a pas grand chose. Et ça aurait été intéressant de le suivre. Je sais que récemment, il a fait une prépa au Mexique. Alors, je ne sais pas là exactement la prépa qu'il a faite pour ce combat-là. Je sais qu'il était retourné au Mexique, qu'il était notamment avec Milan Pratt, qui avait encore son collègue Arsène Goulamirian, bien sûr. Mais donc voilà, je sais qu'il a fait une prépa là-bas. Alors je ne sais pas si ça a été la prépa pour la revanche. Vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, si vous avez trouvé une interview de Michel ou voilà, des gens qui en parlent, n'hésitez pas, mettez dans le lien YouTube en lien, mettez ça, je m'en fiche, il n'y a pas de problème. Faites de la promotion pour les autres pages qui ont parlé de lui, qui ont donné des infos sur lui. Faites, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que moi j'en parle pas dans mes vidéos que je vous empêche d'en parler en commentaire. C'est là pour ça. Parlez des diffuseurs qui ont parlé de ce combat-là. Envoyez les liens. Allez-y les gars, balancez, c'est important parce que c'est comme ça qu'on s'entraide. Donc si moi dans les commentaires de ma chaîne YouTube, ça peut être un lieu où ça fait comme un forum et on se donne de la force, allez-y les gars, avec plaisir, jouez le jeu. Ça vous coûte rien, un petit peu de temps, et c'est important pour les boxeurs. Donc, Soro, on va revenir quand même à ce qu'il a dit après ce combat. Il dit, malheureusement, donc ça c'est juste après, hein, salut à tous, malheureusement, je n'ai pas été moi ce soir, certainement dû à 2 ans d'inactivité. Je vous rappelle qu'avant ce combat contre Madrimov, c'est vrai qu'il n'avait pas combattu depuis longtemps. Mais je me sentais bien physiquement. Arrêt sur une erreur arbitrale. Sachant que le round était fini, je relâche et je prends des séries de coups après le gong. Et l'arbitre arrête injustement le combat. Mon promoteur va contester la décision dans le but d'obtenir le rematch immédiatement. Merci pour votre soutien que vous m'apportez. Donc ouais, merci du soutien que vous m'apportez. Alors, les gars, ce qui est important à dire, tu vois, là il dit son promoteur va contester la décision. On sait que ce soit Soro ou Arsène, ils ont eu beaucoup de problèmes avec leur promoteur. Et je pense notamment à Dylan Chara, qui faisait aussi partie de cette équipe, et qui s'est séparé, et malheureusement pour lui, il a dû mettre fin à sa carrière dû à des problèmes de santé. Ça aussi, c'est des talents qui sont tellement gâchés en France, mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que ça va m'énerver et je vais encore partir en sucette. On va essayer de rester positif. On sait qu'ils avaient des problèmes, et donc ils avaient changé un peu de société de promotion. Bref, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas mon jeu, ça m'amuse pas ces délires-là. Donc je m'étais dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, c'était un coup dur, encore une fois. Cette défaite, c'était un coup terrible pour Michel Soro. Et à son âge, voilà, maintenant on va parler chiffres, hein.
à son âge aujourd'hui. Ah mince, je voulais garder Instagram, merde. Bon, je reviendrai après, parce que je vous avais dit, m'avez écrit des commentaires et je voudrais revenir dessus. Aujourd'hui, Soro, 34 ans, là pour ce combat revanche, 35 victoires, 24 remportées par KO, 3 défaites et un nul. Donc, c'est un moment crucial pour lui. Clairement, Madrimov, il s'en sert pour avancer. Lui, il a 27 ans, il est à 8 victoires, 6 remportées par KO. Donc, il s'en sert de tremplin. Voilà, on va pas se mentir, c'est pour lui ce qu'on appelle un faire-valoir de luxe, parce que c'est un mec qui a une belle carrière. Mais voilà, il s'en sert de tremplin. Je me suis perdu. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars? Vous savez où on en était? Ce que je voulais dire, c'est que, oui, donc c'était vraiment terrible cette défaite. Et je m'étais dit, aïe, j'y crois pas, le rematch, j'y crois pas, ça m'étonnerait. Mais bon, on a toujours un petit espoir. Vous savez, on est des supporters, on a toujours un petit espoir. Et quand ils ont annoncé le match retour, je me suis dit bravo à son promoteur. Bravo, parce que là, autant presque toute la carrière de Soro, ils ont fait de la merde. Voilà, on va pas se mentir. Presque toute la carrière de Soro, ils ont fait de la merde. Et il est temps de le dire, tu vois, parce que si on doit dire tirer un bilan aujourd'hui, c'est catastrophique. Mais là, ils se sont donné du mal et ils ont obtenu ce rematch qui est très très important. Mais ça va être un bourbier. Après, on en parlera, mais ça va être un bourbier. Mais en tout cas, avoir le rematch, c'était hyper important pour Soro. Il fallait absolument qu'il obtienne le rematch. Et ils l'ont obtenu. Donc bravo à eux, franchement, ils ont fait un vrai boulot. Donc je tiens à leur tirer mon chapeau ou ma casquette pour ça. Et les gars, quand je fais les podcasts, je ne porte pas de casquette. Hein. On avait un... Bref, ah là là, arrête de partir dans tous les sens. Donc je reviens, j'avais fait un post sur Instagram et sur les réseaux. Donc on va regarder un petit peu ce qui a été dit. Donc sur Instagram, on a eu plusieurs personnes qui ont réagi. Michel peut le surprendre. Parce que je vous lui demandais, voilà, un peu ce que vous pensez de ce combat. Instantbox qui nous dit, combat qui risque d'être explosif. Attention au manque d'activité pour Michel. On est derrière lui. Bon, je ne vais pas dire la fin du message. Je ne sais pas pourquoi, mais ce combat d'ancien me hype plus que les autres combats. Alors, quand il parle de combat d'ancien, là, c'est Mamoun R28, mais lui, il parle de Shizora Pulev. On en parlera juste après. Je finirai par ça. Donc, lui, voilà, il préfère parler de ce combat-là. Donc, on va revenir après. Donc, Instagram, je vais regarder Facebook. Qu'est-ce qu'on m'a dit sur Facebook? Merde, il faut que j'aille sur la page. Bon, attendez, alors je vais regarder déjà sur YouTube. Sur YouTube, il y a eu pas mal de messages. Alors, ça va être dur pour s'en sortir, je pense que vous voulez dire, mais on y croit. C'est Max qui nous dit ça. Dark Destroyer qui nous dit « Je pense que Soro sera bien mieux que l'autre fois où les 2 ans sans boxer se sont ressentis. » Je suis d'accord avec toi. Qu'on le veuille ou non, ça a forcément joué. Il sera mieux préparé physiquement et mentalement. Néanmoins, la tâche s'annonce compliquée. Madrimov, c'est un gros morceau. Il sera favori face à Michel pour moi. Dark Destroyer, je suis tout à fait d'accord. Je vais développer un petit peu plus tard. Totates qui nous dit comme tu disais, j'espère qu'il s'est entraîné aux États-Unis avec le meilleur mondiaux, comme l'a fait Bacolé, et là, ça serait un autre Soro. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Empereur Mato qui nous dit dernière chance pour notre Soro national, décrocher le bon wagon pour une chance mondiale en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Dernière chance, c'est peu de le dire. Il va y avoir un enjeu crucial sur ce combat. Sergio Goncalves qui nous dit j'espère tant que non, oulala, je me reprends les gars. J'espère en tant que Français une victoire de Soro, mais malheureusement, en étant objectif, je vois encore une victoire de Madrimov et même peut-être par KO de façon surprenante. Aïe aïe aïe, Michel, si tu écoutes cette vidéo, bouge-toi les oreilles. Geek Nakabi qui nous dit ce serait difficile pour Soro avec sa période d'inactivité, mais bon désencouragement n'est pas ivoirien. Attends, j'ai rien compris. Mais bon découragement n'est pas ivoirien. Mais bon découragement n'est pas ivoirien. Attends, c'est peut-être une formule qui se dit en Côte d'Ivoire. Mais bon découragement n'est pas ivoirien. Je connais pas. Si quelqu'un connaît, je ne connais pas. D'ailleurs, je porterai mon maillot de la Côte d'Ivoire pour assister à ce combat. Tito Trinidad qui nous dit Soro sera un peu mieux qu'au premier combat, mais sûrement très crispé car une grosse pression et un désir de revanche. Je pense que si les 6 premiers rounds se passent bien, il fera la différence aux deuxièmes parties de combat. Perso, j'espère que Soro prenne sa revanche de manière spectaculaire. On est derrière lui. Très bon commentaire, Tito Trinidad, qui commente énormément les podcasts. Je crois que tu aimes beaucoup la formule podcast. Alors, j'aurais bien aimé voir aussi sur Facebook, parce que c'est un réseau que je délaisse totalement. Ah, ça y est, attendez, j'ai trouvé. Et vous voyez, j'y suis tellement peu que je ne sais même pas comment l'ouvrir. Et je voudrais juste réagir aux commentaires qui auraient pu être mis,
ici, bon ben il n'y en a qu'un, c'est Gilles Lormou Merli qui nous dit perso j'attends plus Crash versus Alexander et le retour de Fabio Wardley. Bon ben voilà, ben lui, je me suis pris la tête pour voir ton message, mais tu ne parles même pas de Soro. Donc on va rester sur Soro si tu veux bien, même si je te remercie quand même pour ton commentaire. Donc comme je vous le disais, vous avez vu, on a un invaincu, il a 27 ans, il est très bon. On va pas se mentir, la tâche, comme vous l'avez dit, vous avez bien cerné le truc. De toute façon, en général, vos commentaires, ils sont intéressants, ils sont pertinents. C'est un calvaire. Il est bon, il a un bon jeu de jambes, il est très technique, il est varié, et puis il est complet. Il sait aussi boxer en avançant, il sait boxer au contact. Tu vois, au contact, je veux dire front contre front, à l'intérieur. Il est vif de bras, il est intelligent, il sait s'adapter. Donc non, franchement, c'est un calvaire. Le petit bémol, c'est que c'est pas un gros puncher. Donc voilà, c'est un peu le petit point que je pourrais lui dire. Et quand même, il prend un peu des coups. Tu vois, il est quand même assez généreux et il y a un petit peu d'espace. Bon, on va passer à Soro. Soro, vous l'avez dit, vous pensez qu'il sera un peu meilleur. Il y a de la pression. Bon, voilà, j'ai revu le combat et c'est vrai que comme je vous l'avais dit à chaud, ce combat-là, moi, le premier, il y a un truc qui n'allait pas. Il y a un truc qui n'allait pas, il le confirme dans son poste, j'étais pas moi ce soir. Bon, ça, beaucoup le disent après le combat, mais moi, je le sentais pas. Soro, physiquement, il était là, mais il a mis du temps à se mettre dans son combat. Il a mis du temps à rentrer dans ce foutu combat. Il fait un bon round 5. Moi, ce que je trouve qu'il a un peu l'erreur tactique de ce combat, c'était il a pris le centre du ring, mais il était trop attentiste. Bon, après, c'est un peu la boxe de Soro, c'est pas une boxe qui est très généreuse, mais il était beaucoup trop attentiste et il manquait énormément d'agressivité. Soro, c'est un boxeur dur, c'est un boxeur qui veut faire mal, et là, je ne l'ai pas vu cet aspect-là de Soro. Clairement, je ne l'ai pas vu dans ce combat-là. Ça ressort un petit peu le 5, 6e où Soro, ça y est, il se retrouve un peu. Il va en avançant, il travaille avec le jab, un jab dur, rentrer, remonter avec les uppercuts, un bon travail à l'intérieur. Mais finalement, Madrimov, il va s'adapter et comme je vous l'ai dit, il va même réussir à reprendre le dessus dans ces phases-là où Soro était meilleur. Mais c'était un Soro, comme je vous dis, qui était un peu absent. Il était un peu absent de ce combat-là. Et d'ailleurs, ce KO, ce qui se fait toucher d'ailleurs notamment au 5e, et d'ailleurs quand il se fait toucher au 5e, avant de se prendre le KO, pareil, il fait une belle série, il rentre, il avance, il commence un peu à faire, pas à faire reculer, mais à mettre un peu sur le reculoir Madrimov. Il fait une belle série, il gagne l'échange, et puis il fait un pas de retrait, il reprend le centre du ring et il attend. Il reprend le centre du ring et il attend. Et il a une phase comme ça où il attend. Et là, Madrimov, il fait un 1-2, et sur ce 1-2, il touche un peu Soro. C'est pas la phase où il le met KO, mais à un moment, il le touche bien. Et là, tu te dis, mais attends, c'est bizarre. T'as été offensif, t'as pris le dessus, et puis carrément, t'as arrêté ton action pour reprendre une phase où t'es attentiste et t'es dans l'observation. Et t'as même laissé ton adversaire reprendre le dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, ce Soro-là, je ne l'ai pas reconnu. Donc, je pense vraiment que Soro, s'il se retrouve, alors bien sûr, on aura plus Soro de son prime, parce qu'il a 34 ans, on va pas se mentir. Mais je pense vraiment que Soro, il a de quoi faire pour le taper. Et là, il n'était pas dedans. Tu sais, la boxe, c'est aussi beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Est-ce que déjà là, il n'était pas en embrouille avec ses promoteurs? Que déjà là, il n'y avait pas des gros enjeux à côté? Quand tu as eu 2 ans d'inactivité, alors que tu étais dans une phase d'ascension, avec un pic avec Vitu, avec vraiment un pic, parce que quand il prend Presto, je vous rappelle que c'est un peu un bourbier, parce que le mec russe ne vient pas. Enfin, il y a eu plein d'embrouilles, toutes les embrouilles avec la WBVBA, bref. Donc il est quand même un peu à un pic. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2021? Et moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans sa vie privée. Et quand je dis vie privée, c'est professionnel. Voilà. Dans le cercle pro, il y a dû avoir des combats qui ont été menés pire que des combats sur le ring. Et ça s'est ressenti sur Michel Soro qui est sur le ring, j'en suis persuadé. Alors peut-être que je me trompe, mais ces 2 ans d'inactivité, après un pic contre Vitu, où ils remplissent une salle, où ils sont tête d'affiche, où ils font... Voilà, enfin, c'est eux qui ont amené le public et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Soro, après ça, ça va pas? Pourquoi ça s'écroule comme ça? Pourquoi il se passe rien? Moi, c'est ça que je me demande. Il s'est passé quoi? Et là, il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Au niveau du staff, du management, de la promotion, il a des responsabilités à prendre parce que c'est pas normal, en fait, ce qui s'est passé. C'est pas normal du tout.
Et après, tu te retrouves à prendre un Madrimov à l'étranger, et le mec, il te prend pourquoi? Parce qu'il sait que tu as 2 ans d'inactivité, il sait que tu as un beau palmarès, il sait que tu es encore bien classé de partout. Bien sûr qu'il te prend, parce qu'il sait que c'est le bon moment pour te prendre. Il est pas con, le gars. Tu crois quoi? Il sait que le mec, il galère. Il te faut une belle proposition, toi t'y vas, tu dis ah, Madrimov, il n'a pas un palmarès extraordinaire, il est jeune, il est prenable. Oui, il est prenable. Il est prenable pour le Michel Soro 6 mois après Vitu. Pas pour le Michel Soro 2 ans après Vitu, qui a galéré, où on ne sait pas de quoi tu vis quand tu es boxeur. Pendant 2 ans, comment tu fais pour t'en sortir? C'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis énervé contre tout ça. Et j'espère que Soro va retrouver sa niaque. Parce qu'un Soro qui a la niaque, même si il n'est pas meilleur sur beaucoup d'aspects que Madrimov, je ne vais pas vous mentir, mais tactiquement, il y a un truc à faire. Tu le mets sur le reculoir, tu lui mets du pressing, voilà. Pas forcément le chercher à le faire reculer et à le coller, mais lui mettre du pressing constamment. Tu vois, garder la boxe de Soro. Soro, c'est pas une boxe qui a beaucoup de débit, mais avancer avec le bras avant, tu vois, avec le jab, tu vois, vraiment, tu mets du pressing, tu es présent physiquement, tu es là, et puis dès que tu as les ouvertures, là, tu fais des accélérations. Et il y a un truc à faire contre Madrimov, avec ce jeu-là, le couper aussi, beaucoup le couper, parce que Madrimov, c'est un mec qui se déplace bien, il a, comme je vous ai dit, il a un bon jeu de jambes, et il sait bien jouer en décalage, tu vois, vraiment en décalage. Là, vous voyez pas, mais je suis en train de me bouger sur ma chaise, comme si j'étais dans mon combat, tu vois, je suis en train d'imaginer le truc, tu vois, vraiment, il sort bien, et ça, il faut bien le couper. Et Soro, il peut le faire, Soro, il a les armes, il a les outils, il a de quoi faire pour le foot chaos Madrimov. Est-ce qu'il va y arriver? Vous dites qu'il y a de la pression, mais je pense pas que c'est ça le problème avec Soro. C'est pas la pression. C'est mentalement, faut être dedans. Je pense pas que la pression va jouer beaucoup contre lui. Oui, il y a de l'enjeu, mais à 34 ans, si vraiment son staff lui dit pas, écoute, t'y vas, t'as rien à perdre. Au contraire, t'as tout gagné. T'as tout à gagner. C'est plutôt pour Madrimov le bourbier, parce que tu le reprends. Tu vois, t'avais mieux faire à l'esquive. En même temps, il fallait le reprendre parce que c'était vraiment injuste ce qui s'était passé. Ouais. Dans le meilleur des cas, ils auraient pu faire un no contest. Voilà, tu fais un no contest, Madrimov il reprend sa route, Soro il me reprend sa route. Mais bon, je pense que c'est bien. Je pense que c'est une seconde chance qui joue plus en la faveur de Soro. Et au contraire, la pression, tu peux la foutre du côté de Madrimov en te disant écoute, t'as ta revanche, vas-y, tu seras mieux préparé. En espérant bien sûr qu'il ne garde pas de séquelles du KO, parce que ça reste de la boxe, ça reste des coups. Et la boxe anglaise est un sport très dangereux, mais il est plus grand, il a un avantage quand même d'allonge. S'il met bien le pressing, qu'il travaille bien sur cet aspect-là, il peut vraiment mettre dans le dur Madrimov. Ne pas laisser Madrimov exprimer sa boxe parce qu'il est bon et parce qu'il il risque de trop prendre de rounds pour qu'après, au final, tu arrives à obtenir la victoire au point. Il va falloir aller chercher cette victoire avant la limite. Et dès le premier round, il va falloir être dedans. Peut-être que Soro aura besoin d'1 ou 2 rounds de mise en jambe, parce qu'il est comme ça, vous voyez, il prend son temps, il observe, il rentre dedans. Mais attention à pas brûler des cartouches qui risquent d'être très importantes pour la suite du combat. Et j'y crois, je crois que Soro peut le faire et peut abréger ce combat avant la limite. Ça va être très difficile, mais il va falloir vraiment jouer cette carte-là à fond. Et j'ai envie de poser mon prono là-dessus, même si, bien sûr, c'est un prono un peu foufou. Mais j'ai envie de vous dire, en ce moment, j'ai eu plein de promos justes en étant très rationnel. Et j'ai envie de retrouver mon aspect un peu foufou et vous dire des dingueries, comme quand je vous avais fait la vidéo où je disais Mikey Garcia va battre Errol Spence et que j'avais fait une vidéo un peu faux-folle où je me lançais. J'ai envie de retrouver cet état d'esprit un petit peu... j'aime les surprises, moi. Clairement, ça serait la surprise que Soro gagne. On va pas se mentir. Voilà. Madrimov, il est favori, il est quand même très avantagé par là, la promotion, même si on va dire c'est terrain neutre, ça va être quand même à son avantage, il risque d'avoir une bonne partie de public avec lui, donc clairement, c'est lui qui est tout à son avantage, mais voilà, allez, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que c'est possible, et en tout cas, Soro est un boxeur suffisamment dur, tu vois, dur vraiment, qui dans le sens premier du terme, tu vois, dur dans sa boxe, dans sa mentalité, pour aller emmerder ce Madrimov. J'y crois, et on va tenter d'y croire à fond. Allez, Soro. Bon, un petit mot quand même sur le combat de la soirée entre les deux dinosaures. Chisora, 38 ans, Pulev, 41 ans. Alors, ce qui est assez surprenant quand même, c'est que c'est Pulev qui est le favori de ce combat-là. Bon, après, bien sûr, quand tu regardes son palmarès, malgré qu'il ait 41 ans, c'est 29 victoires, 14 remportées par KO. C'est un petit ratio de KO quand même pour un poids lourd. 2 défaites. Les 2 défaites, c'est contre Klitschko et Joshua. Donc c'est vrai, quand tu dis ça,
c'est impressionnant. Alors que Chisora, il est quand même à 32 victoires, 23 KO, tu vois, un ratio de KO un peu plus important, et 12 défaites. 12 défaites, ça fait beaucoup, mais vous connaissez Chisora. Il a fait des guerres pas possibles, il a pris tout le monde, et c'est vraiment le mec qui il va sortir son combat. Le problème que j'ai avec Chisora aujourd'hui, et là où j'ai un petit doute, parce que moi je mettrais quand même ma petite pièce, même si je ne parie pas, je mettrais ma petite pièce sur Chisora, l'expression veut qu'on dise ça, je mettrais sur lui, j'ai envie d'y croire que Chisora il va le faire, même pourquoi pas avant la limite. Mais c'est vrai que le doute que j'ai, c'est que Chisora, il montre depuis quelques années déjà un peu plus de fragilité quand il prend des belles séries. Tu vois, là, je me suis refait le combat contre David Price. Il y a des moments où ça flanche un petit peu. Contre Usyk, on n'a pas vu ça parce que, bon, Usyk venait des lourds légers. Il n'est pas connu pour être un puncher. Et d'ailleurs, Usyk n'a pas cherché à se frotter, à aller au dur. Et contre Parker, c'est un peu plus intéressant. Et là, c'est vrai qu'au deuxième combat, on a vu que Parker, il a fait les ajustements et il est allé de nombreuses fois au tapis. C'est ça qui me fait un peu douter et je pense que Pulev peut arriver à placer sa droite. Pulev, il a une boxe, bon, tous les deux ont une boxe très primitive, on va dire, voilà, assez simple. Kubrat Pulev, c'est quoi? Kubrat Pulev, il te gère avec son bras avant. Alors, il te gère, c'est-à-dire qu'il va le mettre pour gêner, en mettant un petit peu des petits coups comme ça, mais surtout pour gêner, un peu une boxe d'ailleurs à la Klitschko. Et il va essayer d'attendre que soit tu bouges parce que tu es en train d'être gêné par son bras avant, soit que tu avances, soit que tu tentes quelque chose, et il va t'envoyer le bras arrière. Et son bras arrière, il est très lourd. Il arrive, tu te prends un train dans la face. C'est un poids lourd, il le met comme ça bien en ligne. Derek Chisora, pour donner un peu une image, c'est un peu un Frazier, tu vois. Donc il bouge, il essaie de bouger un peu la tête, bon, en moins classe que Frazier, parce que Frazier c'était quelque chose, les gars, c'est un grand monsieur. Mais voilà, il bouge la tête et il va travailler avec des crochets, tu vois. Il va être remonté avec des crochets lourds. Donc, finalement, Chisora, il aime bien les grands Chisora. C'est le Kubrat Pulev, c'est le profil qu'il aime bien. C'est le profil qu'il aime bien parce qu'il va avancer, tu vois, il va aller de l'avant et il va essayer de passer ce bras avant pour venir violemment remonter avec des crochets à la face. Et à ce jeu-là, il peut coucher Pulev. Mais Chisora va avoir du mal à toucher rapidement dans le combat, je pense, tu vois, d'obtenir le coup qu'il porte dès le deuxième, troisième round. Et tous ces rounds où il ne va pas réussir à casser la distance et à toucher Kubrat, parce qu'il va être chiant à toucher Kubrat, parce que c'est un mec qui boxe avec le buste très en retrait, il est grand, il a une grande allonge, vous voyez, on a une allonge de 2 mètres pour Pulev face à 1,88 m pour Chisora, et ça va faire la différence. Donc il boxe avec le buste bien en retrait et il attend pour justement cueillir avec la droite. Donc Chisora, il risque de se mettre à portée de fusil dans toute la première partie de combat. Et on peut voir, et comme je vous ai dit, Chisora, on l'a vu qu'il est un peu fragilisé. En même temps, c'est normal, mec, t'as fait que des guerres. Mais qu'il a rencontré tous les meilleurs et il a fait que des guerres et il a pris des patates de forain. Donc je pense que ce Chisora un peu fragilisé, on peut le voir mettre un genou à terre avant même le 6e round. Et est-ce qu'il va être capable de repartir à la guerre? Je l'espère, mais ça risque d'être un combat très dangereux pour lui. Et donc, si j'étais logique, je dirais que Pulev va remporter ce combat-là, et en pourrissant un peu le combat, on risque de voir un combat un peu brouillon. Ce que j'espère, et je dis pourquoi pas, c'est que Chisora, en étant brouillon, en étant chiant, en avançant, en désaxant bien, il va falloir qu'il fasse très attention à ne pas prendre cette droite, il arrive à emmerder Pulev et à rentrer avec son crochet, l'ébranler et le mettre sur le cul. C'est ce que j'espère en tout cas, et donc je vais y aller pour ce prono. Franchement, si là j'ai les 2 pronos justes, c'est fort, parce que c'est vraiment, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Donc voilà pour mon avis sur ce combat-là. C'est un combat clairement qui me fait chier, je vous le dis, parce que ça soit Chisora ou Pulev qui gagne, ça n'a pas d'intérêt pour le monde de la boxe poids lourd. Ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, j'aurais aimé voir un Chisora contre un jeune de la nouvelle génération, et pareil pour Pulev. Je veux les voir contre des nouveaux, Efe Ajagba, Tony Oka, voilà, toute cette génération-là qui sont proches de la trentaine, Joe Joyce, voilà, enfin voilà, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, je suis sûr que j'en oublie comme ça, mais Hrgovic, il a affronté personne. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de le mettre face à Chisora ou Pulev, sincèrement. Il a affronté qui, Hrgovic?
Tout le monde parle d'Argovic, il a affronté personne. Makhmoudov, ça aurait été beaucoup plus intéressant de le mettre. Voilà, ça c'est des combats, ça m'intéresse parce que je me dis, alors, qu'est-ce que ça va donner contre un mec un peu expérimenté comme ça et qui reste un danger? Tu vois, c'est ça que je veux voir. C'est des combats qui me hype, qui m'intéressent, même si je mettrais toujours une petite pièce à l'avantage du plus jeune, tu vois. Même aujourd'hui, un Tony Yoka, je pense que si mentalement il s'est remis là, des coups qu'il a pris contre Bacolé, il serait favori contre un Chisora ou un Pulev. Mais c'est des mecs, en un coup, ils peuvent te coucher. Ils pourraient très clairement coucher Tony Yoka. Et ça aurait été même envisageable, vu ce qui s'est passé contre Bacolé. Mais tu vois, voilà, toute cette génération-là, Bacolé et tout, ça c'est intéressant de les voir contre ces boxeurs parce qu'ils te font passer un cap. Voilà, c'est ça que je veux dire, ils te font passer un cap. Et si tu les passes pas, ben, ça veut dire que, il faut que tu retournes travailler. Tu diras, t'as pas passé ce cap-là, ça veut pas dire que t'es mort, mais retourne charbonner, tu vois. Il faut retourner aux études parce que, tu vois, l'ancien, il t'a dit, t'es pas encore au niveau. Mais quand deux anciens s'affrontent comme ça, tu vois, j'ai envie de te dire que l'un ou l'autre gagne, pourquoi faire? Ça ne changera rien à leur classement vraiment, tu vois. Si Pulev ou Chisora devraient avoir une chance mondiale, c'est pas en s'affrontant l'un ou l'autre que ça va faire quelque chose. Voilà, c'est pas intéressant en fait. Que ça soit l'un ou l'autre qui gagne, ça me fait rien, tu vois. Ça me fait rien du tout. Bref, mais on va regarder le combat parce qu'on va rigoler, parce que ça va être la bagarre. Ça va être un combat de bar là, tu vois. Ça va être des grandes patates qui vont partir dans tous les sens. Ça c'est sûr. Ça va être brouillon, ça va s'accrocher, ça va partir en lutte au sol, évidemment. Non, je rigole les gars, j'espère pas en tout cas. Mais voilà, c'est ça, on s'y attend. Bref, donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Les gars, juste un petit mot, allez, un petit mot. Ça fait combien de temps que je vous cause là? Je prends le temps de regarder ça, 40 minutes, parfait. Juste un petit mot, vendredi, là je suis en train de bosser sur une vidéo, je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Un top des meilleurs boxeurs. Voilà, donc je sais pas, elle risque d'être un peu longue. C'est la vidéo à travailler du vendredi. Là, je vais bosser, là, je vous dis, là, demain et après-demain, parce que là, j'ai eu des galères en début de semaine, pas possible, dans la vie privée. Donc, j'ai pas pu bosser comme un fou. Donc là, je m'y mets à fond. Demain, je me lève tôt, boulot, 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 boulot. Et j'espère qu'elle va marcher parce que là, alors, la dernière, là, sur Manny, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, sur Manny Pacquiao. Elle a complètement foiré. Je vais arrêter un peu les vidéos de transformation. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça vous plaît pas de ouf, donc je vais repartir un peu sur autre chose en attendant. Pourquoi pas, je reviendrai après sur des vidéos de transformation, mais pour l'instant, on va partir un peu sur autre chose. Je trouvais intéressant quand même la vidéo de transformation parce que ça montre un peu l'idée des catégories, tu vois. Qu'est-ce que ça fait un boxeur qui monte? Qu'est-ce que ça fait un boxeur qui vient de catégorie basse? Tu vois, quelles sont ses qualités quand il monte? Qu'est-ce qu'il va perdre? Et il y a plein de boxeurs super intéressants à traiter. Je pense à Bernard Hopkins, James Toney, Oscar de la Hoya. Vraiment, c'est des profils, c'est super intéressant de voir comment ils ont évolué dans les catégories et comment leur corps a changé. Donc c'est vrai que c'est un truc, moi, que je trouve divertissant. Après, bon, écoute, c'est comme ça. Peut-être que celle-là, elle n'a pas attiré à ce moment-là. C'est les vacances aussi, vous êtes sûrement en vacances, les gars. Donc bon, ça peut jouer. Mais bon, ça fait ça toujours un peu emmerdant parce que la vidéo du vendredi, c'est vraiment un travail très compliqué. Et comme j'ai moins de vidéos, j'ai un peu le couteau sous la gorge. Et à la fois, je regarde en me disant, elle a marché ou elle n'a pas marché. Après, je vois que c'est difficile. Je dis, tu vois, j'ai une petite larme qui coule. Mais en tout cas, la vidéo, le boxeur le plus badass, elle a cartonné. Je m'attendais pas. Elle a rejoint mon top 5, ça faisait très longtemps que j'avais pas des vidéos qui avaient cartonné comme ça. Donc ça fait super plaisir, surtout à l'ère où le MMA est en train d'exploser. Je suis content de voir que des vidéos box et sur des boxeurs prennent. Et ça m'a fait rire parce que là, j'ai vu tout à l'heure La Sueur qui sortait une vidéo sur... sur Butterbean, donc c'est marrant, tu vois, en sachant que moi j'avais fait la vidéo sur lui, le boxeur le plus gros du monde, donc c'est marrant de voir les chaînes qui sont arrivées un petit peu après moi faire du recyclage, donc ça fait toujours plaisir parce que tu te dis, t'as marqué aussi les autres pages, tu les as marquées et s'ils reprennent un peu des boxeurs ou des concepts que t'as fait, j'en ai vu beaucoup reprendre des concepts que j'avais fait et ça fait plaisir parce qu'après les concepts, personne n'a rien inventé, hein. Les youtubeurs qui te disent c'est mon concept, c'est moi qui l'ai inventé, c'est des mythos. Personne n'a rien inventé. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment créé mon truc, mon identité. Je m'inspire pas du tout d'autres chaînes américaines parce que je suis très mauvais en anglais, les gars, je dois vous l'avouer. Et beaucoup de youtubeurs français, vous savez, ils prennent des concepts américains ou par exemple japonais, tout ça, et en fait ils vont juste traduire la vidéo. Tout simplement. Et moi, j'ai jamais fait ça. Toutes mes vidéos, c'est moi qui les ai écrites, c'est moi qui ai fait les recherches. Donc c'est pas pour faire le mec, j'ai travaillé, mais ça fait vraiment plaisir quand tu as développé ton truc, que c'est vraiment ton bébé, et de voir aujourd'hui qu'on se rapproche doucement des 100 000 abonnés sur Box Attitude, et que vous me suivez depuis des années, que ça vous plaît.
Ben moi franchement, je suis juste reconnaissant en fait envers vous et ça m'a fait plaisir parce que j'ai charbonné, mais pas pour rien, parce que voilà, ça vous plaît et puis on voit qu'au derrière on a créé des bébés avec des petites chaînes qui se sont créées depuis. Ça fait 6 ans moi que je fais des vidéos sur YouTube, ça va faire 7 ans là. Là on va fêter l'anniversaire des 7 ans et toutes les chaînes qui parlent boxe aujourd'hui et qui ont créé leur chaîne depuis, allez, on va dire 3 ans, pour faire l'âge 3-4 ans, allez, même, on va dire même 5 ans, ben, sachez que voilà, c'est les petits de Box Attitude. Et c'est cool parce que ça me fait vraiment plaisir. Donc sachez, voilà, si des personnes qui ont été inspirées par Box Attitude, vous m'entendez, vous êtes les bienvenus pour faire un petit podcast aujourd'hui, parce que voilà, sur Box Attitude, j'ai changé un peu de concept, donc je suis parti un peu sur autre chose. Mais là, si vous voulez faire un podcast, venir vous mettre en avant, venir parler boxe avec moi. Là d'ailleurs, il y a une page Insta que je vais inviter, toute petite page Insta, mais j'aime beaucoup son travail. Donc là, il m'a écrit un petit mot il n'y a pas longtemps, et donc je vais lui proposer de venir faire un podcast avec moi. Il faut juste que je change de matos, parce que vous avez remarqué, quand j'invite quelqu'un, j'ai un son absolument pourri. Voilà, je vous ai fait 5 minutes de blabla à la fin, on raconte sa life, mais ça me fait du bien de vous parler et je sais que j'ai toujours des agréables retours, donc je m'en lasse pas et j'espère que vous aussi, vous n'allez pas vous en lasser. J'ai un gros projet pour la fin de l'année, si vous voulez le suivre sur Instagram, je vais m'inscrire à un marathon, donc c'est mon projet sportif de cette année, parce que la boxe, j'ai dû mettre un peu ça de côté pour plusieurs raisons perso, des difficultés que je rencontre. Donc j'ai mis ça un petit peu de côté. Donc là, je cherche des partenaires pour bien préparer cet objectif marathon. Donc je vous en reparlerai sûrement, mais je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez, faites un petit don sur les différents liens qu'il y a en dessous si vous voulez soutenir le travail de Box Attitude. Encore un grand merci, prenez bien soin de vous. Et puis... allez Michel Soro, on a besoin de toi, on a besoin d'un Français qui gagne, parce que là ça fait plusieurs vidéos réactions que je vous fais avec des Français où j'ai une petite tête, des petits yeux, parce qu'on est sorti perdant. Et j'en ai marre, les gars, j'en ai marre. Et Soro, s'il te plaît, on va faire des prières pour toi. Et ça va passer, on y croit. Fighting!